La confiance et la vision que tu as à l'égard d'un mouvement définit directement comment tu vas impliquer tes muscles pour le réaliser. Ok, c'est un peu abrupt comme manière de poser les choses, je vais détailler un peu plus ma vision. Si je te demande d'imiter quelqu'un de confiant, naturellement, tu te redresses, tu descends les épaules et tu bombes le torse. Si à l'inverse je te demande d'imiter une personne qui n'a pas confiance en elle, tu vas naturellement plus te recroqueviller et te fermer sur toi-même. Lorsque tu es en mode confiance, on appelle ça l'extension du corps, et lorsque tu es en mode PLS, j'ai pas confiance, tu te refermes, on appelle ça la flexion. Si toi, en lançant un mouvement, la vision que tu t'en fais c'est j'ai peur, je vais tomber, je risque de me blesser, eh bien c'est ce qui va se passer. Parce que tu vas utiliser tes muscles de manière à coller à cette prédiction. T'as peur en lançant ta planche, bah naturellement tu vas t'affaisser, tu vas essayer de retenir une chute plutôt que de voler. Donc au lieu de maintenir une pression équilibrée au niveau de ton grip, de protracter et de prendre de la hauteur pour réduire le bras de levier, tu vas faire tout l'inverse. Tu vas mettre tout le poids à l'avant de ta main sur la chaîne antérieure, donc tu utilises vachement trop la chaîne antérieure du bras, et ça en compensation, ça fait creuser la chaîne postérieure du tronc, donc tu creuses ton dos. Ton épaule s'élève, tu perds en transmission de force et tu augmentes le levier de la figure, ce qui la rend plus difficile à maintenir. Plus il y a de compensation de ce genre, plus tu as un risque de blessure. Voilà pourquoi l'intention que tu as lorsque tu lances une figure, elle détermine vachement de choses. Mais Malo, du coup, faut faire comment? Bon, maintenant que je t'ai dit ce qu'il fallait éviter, on va voir comment bien faire. Si tu as vu ma vidéo Le seul moyen d'apprendre des figures, tu sais que tu es obligé de passer par une technique moche au départ pour la perfectionner par la suite. C'est comme ça qu'on apprend n'importe quel mouvement et c'est comme ça que tout le monde a appris n'importe quel mouvement. Donc ça sert à rien de s'entêter à vouloir faire bien au début, tu vas juste ralentir, voire stagner en termes de prise de force et d'endurance, donc tu n'arriveras jamais à être clean au final. Ceci étant dit, tu comprends bien évidemment que tu n'auras pas une extension parfaite dès le départ, mais ça ne veut pas dire que l'intention sous-jacente ne doit pas être la bonne. Avoir une bonne extension, c'est plus intense qu'en avoir une approximative. Pourquoi? Meilleure est ton extension, plus ton corps se rapproche d'une barre de fer. Moins bonne elle est, plus ton corps se rapproche d'une corde. L'extension permet la transmission de force. Si tu lèves ta barre de fer à un bout, poum, directement ça se lève sur toute la longueur. Si tu lèves ta corde à un bout, bah ça va faire une petite vague comme ça se transmet. C'est beaucoup plus facile de lever ta corde, si la corde au total elle fait 20 kg, que de lever une barre qui elle fait au total 20 kg. Parce qu'avec la corde, la masse ressentie sera plus diffuse dans le temps. Bah toi, quand tu essayes de lever ta planche, si tu es parfaitement gainé et que tu es une barre de fer, ça te demandera plus de force de la lever que si tu es un peu mou. En revanche, si ton corps y réagit à la manière d'une barre de fer, ce sera beaucoup plus facile de contrôler ses mouvements. Petite interruption pour t'annoncer que mon livre Bible of Static est sorti en format digital gratuit. Dedans, c'est plus de 120 pages de connaissances qui t'attendent, qui vulgarisent tout l'entraînement en statique. C'est plus d'1 an et demi d'écriture et de recherche acharnée. Alors fonce le télécharger et partage-le à tes potes. Si tu l'as déjà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé sur Insta ou dans les commentaires. Retour au sujet de la vidéo. Donc maintenant que tu as compris l'importance de l'intention et de l'extension du corps, je vais te décrire un peu plus en détail comment y parvenir. Je vais donc te donner tout un tas de détails concernant le placement à avoir dans les figures de street, en sachant que ça reste des généralités. J'ai fait en sorte que ça corresponde à toutes les figures, mais pour chaque mouvement, il y aura bien évidemment des petits détails supplémentaires que je ne pourrais pas énoncer. C'est le principe des généralités. J'interromps brièvement la vidéo pour te rappeler que mon serveur Discord est dans la description. À l'heure où je te parle, on est déjà plus de 50 passionnés. On s'entraide, on partage des entraînements et des conseils. T'as juste à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Point numéro 1, les mains. Ton grip est le reflet de l'implication musculaire de ton bras. À l'appui, si tu mets tout le poids sur l'avant de ta main, à savoir côté pouce et côté doigt, tu surimpliques la chaîne antérieure. L'exemple le plus parlant, un handstand banana d'un débutant, il surimplique la chaîne antérieure du bras parce qu'il met tout le poids à l'avant. Ça a pour conséquence une compensation. Il surimplique aussi la chaîne postérieure du tronc, à savoir le bas du dos. En gros, il a le bas du dos creusé. La pression au niveau de ta main doit donc être équilibrée. Mettre le poids sur l'avant, sur la chaîne antérieure, ça te permet de réduire ton avancement et de réduire ta hauteur. D'un autre côté, mettre le poids à l'arrière, donc se servir de la chaîne postérieure, ça sert à prendre de la hauteur et à s'avancer. Lorsque tu vois un handstand ou une planche banana, regarde le grip de la personne, l'arrière de la paume de main est susceptible de décoller. Parce que la personne en question est crispée, elle met tout le poids sur l'avant du corps et elle n'utilise pas l'ensemble des muscles qu'elle a à sa disposition, par manque de compréhension et ou de force.
Petit tips supplémentaire, sur barre, tu peux serrer la barre le plus fort possible pour tirer un maximum de force de ton grip. Si tu veux comprendre pourquoi plus en détail, je te redirige vers ma vidéo sur l'irradiation de Sherrington. J'ai donné de mon âme dedans, va la voir et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Point numéro 2, maintenant qu'on en a fini avec la main, on passe au bras. Dans tous les exercices qui s'effectuent bras tendus, cela signifie bras verrouillés. Verrouillés comme ça. Pour tous les mouvements qui sont de poussée et ou à l'appui, donc posé sur un support, vos bras se doivent d'être en rotation externe. Donc c'est valable pour la planche, pour le back lever, pour le mana, pour le V-sit, etc. Alors la rotation externe, ça veut dire creux du coude tourné vers l'extérieur. Visuellement, ce ne sera pas toujours le cas. Ce qui compte, c'est d'avoir l'intention sous-jacente d'avoir les creux du coude vers l'extérieur. Dans les mouvements de poussée, ça permet une solidarisation du bras, la force se transmet mieux, et ça permet aussi d'impliquer davantage le biceps ou triceps dans les mouvements de tirage, par exemple mana. D'ailleurs, si tu veux voir un peu plus clair sur tirage poussé, parce que mana, comme ça, c'est pas intuitif que ce soit du tirage, je te redirige vers ma vidéo push-pull, fin du débat. Tu comprendras absolument tout sur le sujet. La rotation interne, à savoir creux du coude vers soi, montre un intérêt que dans certains mouvements comme la croix de fer ou encore le front lever. Encore une fois, il est question d'impliquer un maximum de muscles dans le mouvement. Si tu as les bras fléchis en croix de fer ou en front lever, t'impliques pas de manière optimale ton biceps. Mais comme toutes les figures, et comme je te l'ai dit au départ, tu seras probablement obligé de passer par là au début. Par ailleurs, je t'ai dit qu'il fallait verrouiller les coudes, mais il y a des personnes qui sont hyper laxes. Bon, c'est très légèrement mon cas, mais il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus hardcore. Il n'y a pas un angle de 180 degrés entre le bras et l'avant-bras, l'angle est plus élevé que ça. Pour ces personnes-là, le fait de verrouiller les coudes, ça peut créer beaucoup de tension dans le biceps et potentiellement être douloureux. Dans ces cas-là, une légère flexion, elle est bien évidemment acceptable. Le but, c'est pas d'avoir mal. Troisième point, et pas des moindres, les épaules. Si tu as vu ma vidéo Le seul moyen d'apprendre des figures, tu sais que tous les mouvements de street sont régis par le principe de levier. Plus le levier est grand, plus la force qui est nécessaire est grande. Pour se simplifier la vie, il va falloir essayer de réduire le levier tout en conservant la figure qu'on veut. Pour cela, le placement des épaules et des scapulas, des omoplates si tu préfères, est super important. Si en poussée on te rabâche qu'il faut avoir une protraction, c'est parce que ça permet de gagner de la hauteur. Plus tu as de hauteur, moins tu as besoin de t'avancer, donc plus tu réduis le levier. L'intention de se grandir et de prendre la hauteur doit être de rigueur dans tous les skills du statique. Je t'ai pris l'exemple de la planche, mais en front lever, c'est le cas aussi. Tu vas essayer de monter tes côtes vers la barre. En handstand, tu vas plutôt pousser les épaules aux oreilles. Ça va te conférer un meilleur alignement entre poignet, épaules, bassin et pointe de pied, qui te permettra d'économiser de la force. Dans tous les cas, plus tu prends de la hauteur, plus tu économises de la force. D'ailleurs, je te pose ça là, mais même si tu fais un grip finger en planche, ça te donne quelques centimètres en plus qui diminue la force que tu as besoin dans les épaules. Ça peut paraître rien comme ça, mais ça compte quand même. D'ailleurs, pour me la péter un peu et pour parler biomécanique, bon, protraction et rétraction, ça n'existe pas en biomécanique française. Ça s'appelle abduction scapulaire, le fait d'écarter les omoplates, plus un abaissement. Donc la protraction, c'est une combinaison des deux. Et la rétraction, du coup, c'est une adduction scapulaire. Tu rapproches tes omoplates et en même temps tu les abaisses. Après, comme c'est des termes qui sont majoritairement employés dans le street, je vais pas casser plus les couilles avec ça. C'était juste pour ta culture générale, si jamais tu veux ressortir ça en repas de famille. Ou plutôt avec plein de streeteux au chinois à volonté après avoir fait un gros rasso à Morlaix. Big up à Gravity. Dans le cas du handstand, on appelle ça une élévation des épaules et des scapulas. Sauf mouvement sidé, tu sais, avec une inclinaison latérale du buste, la position des épaules doit toujours être la même des deux côtés. Sinon, ça décale ton bassin. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont un one arm handstand qui ressemble à rien du tout d'ailleurs. Je te rappelle que mes coachings sont ouverts avec le one arm handstand, c'est mon truc. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. Quatrième point, la tête. La tête, elle est à l'extrémité de ta colonne vertébrale. Ok, jusque là, je t'apprends rien. Mais du coup, la position dans laquelle tu la tournes et tu regardes, elle influe directement sur tout le placement de ton tronc. Comme une force doit avoir une trajectoire pour s'appliquer, c'est à ta tête de donner cette trajectoire. Et pas qu'à ta tête d'ailleurs, c'est aussi à tes pointes de pied. Ça, j'y reviendrai plus tard. Dans toutes les figures qui impliquent une courbure, ta tête, elle doit donner la direction à cette courbure. Tu dois pas seulement regarder un endroit pour donner la trajectoire. Tu dois plonger vers le point que tu fixes. Pour cela, si tu as besoin, tu peux placer un repère au sol pour t'aider. En poussée, l'endroit qu'on devrait fixer n'est ni la ligne horizontale ni la ligne verticale, mais plutôt à 45 degrés devant. En suspension et en tirage en général,
la position de la tête et la trajectoire ont souvent moins d'importance étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre à gérer. Cela dit, rentrer le menton, ça pourra toujours t'aider. Cinquième point, l'abdomen, la ceinture abdominale pour être plus général. Dans les mouvements qui sont à l'appui, c'est là-dedans que réside le principe de clé de voûte. Ce que certains appellent abs absorb, c'est pas du tout le fait d'aspirer son nombril et de rentrer son ventre, auquel cas là tu peux juste plus respirer, c'est de serrer ses abdominaux pour les solidifier et faire en sorte que tout le corps repose dessus. De cette manière, tu encaisses la pression et c'est ça qui te permet de faire décoller tes jambes en planche par exemple ou en back lever. Ce principe s'applique aux mouvements de poussée que tu connais bien, type back lever, planche, aussi handstand push-up. Pour tous les skills en général, il faut que tu aies l'intention de serrer davantage le côté qui est vers le sol. Mais dans tous les cas, tu dois vouloir serrer toute la gaine. C'est le principe d'une gaine, ça fait tout le tour. Cependant, la difficulté avec la contraction des abdos, ça va être de continuer à respirer tout en gardant un bon gainage. Si tu veux une vidéo sur la respiration, fais-moi signe en commentaire. Sixième point. La vidéo commence à s'éterniser, ça va plus du tout, je suis pas habitué à tourner aussi longtemps. La rétroversion du bassin. Alors avec ton bassin, tu peux faire deux mouvements. Une antéversion, alias cambré, mode Kardashian, et une rétroversion, mode plutôt chat qui fait le dos rond. Ce qu'on retrouve beaucoup en gymnastique, c'est le principe de hollow body. D'ailleurs en gymnastique française, on appelle ça cuillère, ce qui est vachement moins stylé, mais ça désigne la même chose. En gros, le hollow body, c'est le fait de placer son corps pour transmettre la force, donc c'est l'extension que je t'explique depuis le début. Avec la superbe formulation française cuillère, tu comprends qu'il y a une forme voûtée comme ça. Si tu regardes la position qu'on a lorsqu'on fait une planche, on est en protraction, le ventre est serré, et donc le bassin, pour qu'il soit dans la continuité de cette cuillère, il faut qu'il soit en rétroversion, mode shadow rond, en gros. Là, ça revient à serrer les grands fessiers pour donner un coup de tub. Je saurais pas comment l'expliquer autrement, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, en anglais, la rétroversion du bassin, c'est appelé posterior pelvic tilt. Certains abrègent ça PPT. T'as peut-être vu ça quelque part à 2-3 endroits. Bon, maintenant, tu sais ce que c'est. Septième et dernier point, les pointes de pied. Pour terminer l'extension de notre corps, il faut pointer les pieds. Encore une fois, en gymnastique, c'est quelque chose qui est fait et c'est quelque chose qui est souvent oublié en street workout aussi. De la même manière que tu cherches à verrouiller ton bras sur un exercice bras tendu, va falloir chercher à verrouiller la cheville. Ça, tu le fais en pointant les pieds et en serrant les orteils entre eux. Ça permet de répartir les tensions dans toute la jambe et d'éviter les compensations. Ça, tu l'as peut-être observé par toi-même lorsque tu as débuté et que tu faisais tes premiers L-sit. Si tu le fais avec la pointe de pied vers toi, comme ça en gros, tu arrêtes ta série parce que tu te tapes une giga crampe au quadriceps ou alors au fléchisseur de hanche, au psoas. Bah oui, c'est logique. Tu surimpliques trop la chaîne antérieure ici et la chaîne antérieure ici. Soit par manque de compréhension, soit parce que juste t'as aucune souplesse dans les ischios, soyons francs. Donc pointer les pieds, ça va t'aider à répartir les tensions sur ta jambe et donc à la verrouiller pour pouvoir la transformer en barre de fer et du coup transmettre la force. Petit détail sur les pointes de pied, bien évidemment en compétition, tout le monde ne pointe pas les pieds parce que il y en a pour qui c'est un style. Regarde Ilyes NS, lui il a toujours fait son front avec les pieds écartés. En soi, c'est théoriquement pas optimisé, mais comme il fait ça depuis un bail, ses jambes, elles sont habituées. Maintenant, il a plus de crampes au quadriceps, tu vois. Donc bien sûr, si vous voulez faire des presses en escalier, si vous le faites les pieds pointés, ce sera beaucoup plus moche. Non, ça ressemblera juste à rien, en fait. À la limite, à une danseuse étoile. Enfin, garde à l'esprit que pieds pointés, c'est ce qui est théoriquement le plus optimisé. Si tu fléchis les jambes, ça pourra un peu impacter tes performances, mais si t'as un front lever de l'ordre de 60 secondes, tu t'en bats un peu les couilles. Ok, on en a fini avec tous les points du placement. Je te parlerai de la respiration dans une autre vidéo et je te fais un petit résumé comme d'habitude. Mes vidéos te plaisent, t'imagines même pas la valeur que je donne dans mes coachings. Je marque un point d'honneur à t'enseigner la logique de l'entraînement pour qu'après t'aies plus jamais besoin de personne. Je propose un suivi 100% personnalisé selon ton objectif, ton niveau et ton profil. Pour plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram. Première chose, garde à l'esprit que ton état d'esprit impacte directement ta posture. T'as un état d'esprit de loser, t'auras une posture de loser, tu vas te blesser et t'auras une activation complètement pourrie. Faut que tu partes avec l'intention de tout déchirer et de voler, sinon t'impliqueras pas tes muscles de la bonne façon. Deuxième point, tu passeras automatiquement par une extension approximative avant de la perfectionner. C'est normal. Garde à l'esprit la métaphore barre de fer, corde. C'est clairement ce qui est le plus représentatif de la chose. Et enfin, des points que j'ai énoncés sur le placement t'échapperont peut-être.
N'hésite pas à re-regarder la vidéo pour les corriger si c'est le but de tes entraînements en ce moment. Encore une fois, j'espère avoir pu t'aider. Tu aimes mon contenu, tu as envie d'augmenter tes connaissances, abonne-toi à ma chaîne. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Déchire-toi à l'entraînement, c'était Moulin.